Il y a notre père Alexis Diet qui a écrit un texte pour nous sensibiliser sur le sens, sur l'importance et sur même le symbole même de la CAN, la Coupe africaine des Nations. Pourquoi ça se déroule en Côte d'Ivoire et qu'est-ce que nous, on doit comprendre là-dedans en tant que nation africaine, nation au pluriel africaine. Et donc, une métamorphose symbolique du projet africain de construction nationale et du développement dans l'État postcolonial. Les mots ayant un sens, l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, en abrégé CAN à Abidjan en Côte d'Ivoire, au début de cette nouvelle année 2024, devrait référer symboliquement à la problématique de la construction de la nation dans l'État postcolonial. Si tant est que cette compétition footballistique continentale mettra aux prises des nations et non pas des ethnies, des tribus et des clans. Ils disent la première chose qu'il faut comprendre là, c'est que nos États qui sont nés après les indépendances, après l'époque coloniale, ça veut dire tous les pays qui ont eu leurs indépendances en 1960 là. Aujourd'hui, la CAN, ce que les gens voient, c'est une histoire de ballon. Oui, c'est vrai. Et le business qui va autour, oui, c'est vrai. Mais au-delà de ce business, qu'est-ce qu'il faut retenir? Quand on réunit des gens qui ont des cultures différentes, qui ont des religions différentes, qui ont des visions du monde différentes, qui viennent de différentes tribus, qui viennent de clans différents, quand vous arrivez à les réunir en un moment précis, dans un pays précis, ils disent ce que vous devez comprendre, c'est qu'à travers cet événement-là, ce ne sont pas des ethnies qui vont s'affronter, ce ne sont pas des tribus qui vont s'affronter, ce ne sont pas des groupes de religions qui vont s'affronter. Et donc, c'est l'unité de tout un continent. C'est l'unité de chacun des pays que cela doit nous faire sentir. Comment on peut réunir tous les Africains dans un pays autour d'un idéal, même si c'est du sport, et être incapable de nous réunir dans nos différents pays africains autour des idées politiques. Voilà la problématique de fond qu'il veut poser. Comment on peut se réunir? Le foot peut réunir plusieurs nationalités. Et quand on parle de plusieurs nationalités, il y a plusieurs ethnies, il y a plusieurs tribus, il y a plusieurs clans. Mais chacun dans son pays, chaque équipe nationale va représenter toutes ces diversités. Mais quand on arrive sur le champ politique, vous voyez que chacun va dans son ethnie, chacun va dans sa tribu, chacun va dans son clan. Et donc ça, c'est la première leçon qu'on doit retenir. Mais au-delà même, je vais encore plus loin pour dire que c'est même un symbole pour nous dire que l'unité de l'Afrique est chose possible. Parce que si quelque chose comme le football peut nous réunir, ça veut aussi dire que d'autres choses aussi peuvent nous réunir. Cette compétition continentale ferait symboliquement signe à la mobilisation et au rassemblement des États et des jeunesses du continent autour du projet de construction de la nation pour le développement économique, la modernisation et la démocratie. Il dit, de la même manière qu'on arrive à mobiliser les gens, à rassembler nos États autour d'un projet comme le football, pourquoi les Africains ne peuvent pas un jour aussi s'unir autour des projets pour construire nos différentes nations, pour créer les conditions de développement économique globalement pour l'Afrique et même décider de la modernisation de notre continent et la démocratisation véritable de notre continent. Puisqu'il y a un élément qui est le foot qui nous réunit. Mais est-ce qu'au-delà du foot, dire on va lutter pour que dans chaque pays africain, tous ensemble, on va créer les conditions du bonheur économique, les conditions de la modernisation, du développement et de la démocratie. La même hargne, la même détermination que nous mettons à travers le foot à unir l'Afrique, si nous mettons cette même détermination à unir politiquement l'Afrique, économiquement l'Afrique, vous verrez que l'Afrique s'en sortirait mieux. Elle ferait signe à la récusation du clivage et de la fragmentation ethnique, au rejet de l'ethno-nationalisme et des régimes politiques qui les entretiennent, les dictatures militaires, les autocraties et les populismes. Et donc, l'arme fatale qui va faire disparaître les divisions ethniques, les considérations ethno-nationalistes, ou bien même les xénophobes des différents pays africains, que ce soit individuellement comme globalement en Afrique, avec les mauvais régimes qui sont en train de créer la dictature en Afrique, les régimes de dictature, les régimes de militaires putschistes et les régimes de populistes comme Laurent Gbagbo, si la même détermination qu'on a pour organiser une CAN, si on arrive aussi à prendre cette même détermination pour dire non au populisme, vous verrez que les populistes changeraient de camp. Si on dit non aux autocrates, aux dictateurs, vous verrez qu'ils changeraient.
Si on dit non au coup d'État, vous verrez qu'il changerait. Et donc, ce n'est qu'une question de volonté. La volonté, c'est la force qu'on trouve à l'intérieur de soi-même pour faire quelque chose. Mais pourquoi on peut le faire pour le foot, mais on ne peut pas le faire pour notre propre bonheur? On ne peut pas le faire pour le bonheur de notre continent. Voilà la question que chaque Africain doit se poser. L'organisation de la CAN à Abidjan en Côte d'Ivoire invite symboliquement à la célébration festive de la nation, de la politique de développement et de la démocratie qui en est la médiation. Et donc il dit, l'organisation de la CAN à Abidjan, si tu n'es pas un pays qui est dirigé par un dirigeant respecté et respectable, si tu n'es pas un pays dans lequel il y a une politique de développement, et surtout aujourd'hui quand on regarde la démocratie en Côte d'Ivoire, c'est l'ensemble de tous ces facteurs-là qui ont milité en faveur de la Côte d'Ivoire pour qu'elle soit choisie comme pays organisateur de cette CAN-là. Et donc, ça sera l'occasion pour nous autres Ivoiriens de montrer au reste du monde que nous pouvons être unis. Déjà, tout le monde sait que nous sommes une nation hospitalière, mais ça sera aussi l'occasion pour beaucoup de voir le niveau de développement de la Côte d'Ivoire. Et ça, je peux vous assurer, il y a beaucoup qui seront marqués par cela. Et quand ils vont rentrer dans leurs différents pays, ils vont dire comment la Côte d'Ivoire a pu, après une sale guerre imposée par Laurent Gbagbo et son meilleur premier ministre Roguium à la Côte d'Ivoire pendant plus de 12 ans, comment la Côte d'Ivoire a pu subir une telle transformation en profondeur pour aller vers le développement. Et cette seule question va leur faire comprendre qu'il y a un homme avec une vision politique. Et sa vision est exclusivement dirigée vers le développement. Sa vision est dirigée vers la démocratie. Et sa vision est dirigée vers l'ouverture aux nouvelles générations pour qu'elles puissent trouver leur place dans le monde de demain. On dira, mais c'est qui? Il s'appelle Alassane Ouattara. Ah bon? Et là, on dira, mais comment il l'a fait? Il l'a fait en réussissant d'abord à se mettre au-dessus des ethnies. Il vient du nord de la Côte d'Ivoire. Il a subi assez d'injustices. On l'a traité de tout. Mais quand il est venu au pouvoir, il a fait violence sur ses militants et il leur a dit, si moi je suis votre leader, vous n'allez pas vous venger. Et ses militants l'ont écouté. Et il leur a dit, la meilleure vengeance que je vais vous donner, ce serait de montrer qu'il n'y a personne avant moi. Le travail que je vais faire, c'est un travail de 100 ans que je vais faire en 10 ans. Le travail que je vais faire, c'est un travail de 100 ans. Mais moi, je le fais en 10 ans. Et je mets quiconque au défi. Je dis bien, aujourd'hui, nous sommes le 10 janvier 2024. Je mets quiconque au défi. Trouvez quelque chose qu'Alassane Ouattara, vous lui avez demandé de faire, il n'a pas fait. Trouvez quelque chose, vous avez dit, Alassane Ouattara, il faut faire ça là, peuple de Côte d'Ivoire. Et puis Alassane Ouattara a dit, je ne peux pas faire. Si quelqu'un arrive à me donner quelque chose comme ça là, je lui donne 200 $. Ça, c'est ce que moi, je peux donner. 200 $ américains. Et là, on ne va même pas aller loin, c'est sur place. On ne va pas aller pour tourner. Il n'est pas un dieu, il n'est pas un magicien. Mais en tout cas, ce qui concerne l'évolution de son pays et le champ de vision qu'il a pour les générations à venir, il n'y a plus de doute. Et c'est ça qui va frapper les autres. Pourquoi la Côte d'Ivoire a pu se propulser alors que nous, on est là en train de patauger? C'est la première question que les uns et les autres vont se poser. Et ça, je vous dis, ça aura des répercussions sur le reste de l'Afrique. Parce que le nom de la Côte d'Ivoire ira plus loin et le nom d'Alassane Ouattara sera célébré en Afrique. Beaucoup de personnes qui ont entendu parler d'Alassane Ouattara, ils vont comprendre maintenant pourquoi. Quand tu es faible, parce que l'histoire du monde veut qu'il y a des nations fortes et il y a des nations faibles. Mais quand tu sais utiliser ta force et ta faiblesse, tu sais les canaliser, même ta faiblesse là, tu arrives à la transformer en une force. Tous les Africains veulent le développement. Tous les Africains veulent être libérés. C'est vrai. Personne n'aime être l'esclave de l'autre. Mais tout le monde ne peut pas être fort au même moment. Mais être capable aujourd'hui d'utiliser l'Occident dans son propre jeu et de pouvoir réussir à atteindre ses objectifs, c'est ça la capacité d'un vrai dirigeant. Et à la fin de la journée, c'est l'efficacité des dirigeants, c'est ce que le peuple regarde. Est-ce qu'il a été efficace en termes de développement? Oui. Est-ce qu'il a fait des choses que personne avant lui n'a fait? Oui, beaucoup de choses. Les filets sociaux, c'est lui qui les a fait. Les ponts, là, quand il a pris le pouvoir, il n'y avait que 2 universités.
Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers la dizaine d'universités. Lui seul, là, il a construit 8 universités. De 1960 jusqu'en 2011, calculez le nombre d'années, il n'y avait que 2 universités. Mais Alassane Ouattara seul est venu. Il a fait 4 fois cela. Et donc, quand je dis 100 ans, je suis très humble. Si il y avait 2 universités de 1960 en 2011, ça fait combien d'années? Prenez le nombre d'années là et dites-vous, si on doit attendre un tel nombre d'années pour qu'il y ait chaque fois, c'est-à-dire entre 1960, attends, on va calculer. Parce que si on ne calcule pas, ils vont dire que c'est faux. On parle de 1960 moins 2011. Ça fait 51 ans. Mais prenons 50 ans. Ça fait exactement 51 ans. De 1960 jusqu'au 11 avril 2011, il y avait 2 universités en Côte d'Ivoire. Il y avait l'université Félix Houphouët-Boigny, l'université de Cocody et puis l'université de Bouaké. Ça, c'est en 51 ans, c'est ce que tous les autres ont pu faire. Alassane Ouattara seul est venu. Lui, il a fait 4. Donc là, ça veut dire, c'est un travail de 200 ans qu'il vient de faire lui seul. Puisque les autres, tous là, Eufoué, Babo, Bédié, tous là, ces 2 universités, ils ont pu faire en 51 ans. Alassane Ouattara est venu, on est en train d'aller vers la 10e. Ça veut dire, lui seul, il a fait 8. Mais s'il faut 2 universités chaque 51 ans, Alassane Ouattara a fait 8, ça fait combien d'années? Ça fait plus de 200 ans de travail. Ça, c'est seulement, si on devrait partir au rythme actuel, là, il fallait attendre 200 ans pour avoir 10 universités en Côte d'Ivoire. Mais Alassane Ouattara a fait ça en moins de 10 ans. Les ponts. Il y avait combien de ponts à Abidjan? Il y avait combien de ponts à Abidjan? Je ne vais pas répondre à votre place. Si vous trouvez le nombre de ponts, on est en train de vous parler aujourd'hui du 5e pont d'Abidjan. Même chose. Le pont d'Abidjan a été construit en quelle année? Et regardez aujourd'hui le développement qui est là. Mais ce que je veux que vous regardez, c'est l'efficacité. Quand tu vas à la pharmacie, là, le médicament qu'on te donne, là, si le médicament là, ne te guérit pas, là, c'est que ce n'est pas efficace. Donc là, ton bon sens même te dit, ah ça là, je ne prends pas, ça ne m'intéresse pas. Mais même si on te dit que voilà quelque chose, on n'est pas sûr si c'est un bon médicament. Quand ça te guérit là, c'est ça qui est ton médicament. Et pourquoi? Parce qu'on parle du principe actif, c'est-à-dire l'efficacité. Dans la vie, donc c'est cette efficacité-là, elle est très importante. Aujourd'hui, l'Afrique d'aujourd'hui n'a pas besoin de tapeurs de tambour. L'Afrique d'aujourd'hui n'a pas besoin de grands parleurs. L'Afrique d'aujourd'hui n'a pas besoin de gens qui vont venir nous faire des promesses. L'islam, le christianisme et les religions nous font déjà trop de promesses. Quand on va mourir, on va aller dans un paradis imaginaire et puis la vie sera belle là-bas. Mais en temps, on a mal vécu ici. C'est un peu difficile à accepter quand même. Dites aux gens que dans votre propre Coran, Dieu dit que lui est le maître du jour du jugement. Malik Yaoumiddin. Mais le terme din ne veut pas dire ici religion. Pourquoi Malik Yaoumiddin, Yaoumiddin, le din là, pourquoi vous ne dites pas que c'est religion? Mais vous dites que c'est le jour du jugement. En réalité, ce jugement là, c'est chaque instant. Dieu, c'est un principe évolutif et constant qui ne s'arrête pas. Et donc là, quelqu'un ne peut pas être ici dans des conditions exécrables et atteindre vraiment la divinité. Comme quelqu'un ne peut pas être en train de dire, je vais mettre ma vie en pause dans ce monde-là et puis espérer quelque chose. Et si tu n'obtiens pas? Mais en réalité, il faut prendre Dieu comme un principe plein, un principe condensé où tout est dedans. À toi maintenant de prendre ce que tu veux. Voilà la réalité qui est là. Et ça, il faudrait que les gens comprennent cela. Ce n'est pas tous les jours qu'on aura un dirigeant comme Alassane Ouattara. Ce n'est pas tous les jours qu'on aura un dirigeant qui va venir, au lieu de tomber dans les petits débats, il se met au-dessus et il montre une nouvelle vision. C'est pourquoi je dis à vous les Ivoiriens, nous autres là, si on avait vous chaque soir pour vous parler là, c'est pas, oh il a fait pont, il a fait route là. C'est pas nous autres que ça impressionne. Nous autres là, on a vu le monde. Même si on n'est pas riche, on s'est promené quand même dans quelques parties du monde. C'est qu'un vrai intellectuel, c'est que tu vois chez les autres là qui est bien là. Tu dois être capable de prendre ça pour mettre ça chez toi. Et c'est cette première leçon là qu'Alassane Ouattara donne à tous. Pour dire que quand tu conçois que tu es un intellectuel, quand tu viens chez les Blancs, il faut être capable de copier ce qui est bon et de faire ça chez toi. Là, quand c'est comme ça,
ta présence en Occident n'aura pas été vaine. Ah non, j'ai doctorat. Non, je suis professeur à l'université. Mais la vraie vie n'a pas besoin de ça. La vraie vie a besoin du concret. Est-ce qu'aujourd'hui, les salaires n'ont pas été augmentés? 15% en une seule année. Et regardez la stratégie de redistribution des richesses. Alassane Ouattara, si c'était les autres, la redistribution des richesses, ça allait être chaque fois de prendre des tambours, venir distribuer des millions. Bon, telle région, je vous donne aux jeunes 10 millions. C'est comme si, c'est comme ça, on va bouffer puis on va s'asseoir. Non, non, non. Il dit, l'argent, on va donner aux travailleurs. Ceux qui se réveillent tous les jours, ceux qui, chaque jour, laissent leur sommeil, font des efforts, même quand ils sont malades pour être au service, là. On augmente vos salaires de 15%. C'est pour vous dire que si vous ne travaillez pas là, vous n'aurez rien dans la redistribution des richesses. Je vous ai dit ici hier, j'ai dit des textes économiques ici, j'ai détaillé. Mais ne profiteront que ceux qui ont les 10 doigts dans quelque chose. Ne profiteront que ceux qui ont les 10 doigts dans une activité. Mais toi, tu es assis à la maison. La culture de dire, si je crie le nom de quelqu'un, on va me donner l'argent là. Ça, c'est fini. Vous avez vu la Cour des comptes. Aujourd'hui là, ne blaguez pas vos parents qui sont dans les administrations, vont prendre l'argent. Même s'ils font là, on va les prendre et puis ça va détruire leur vie. Parce que non seulement ils n'auront pas l'argent volé là, mais le nom va rester sur eux parce que l'argent là, on va reprendre. Et puis on va dire, vous allez penser qu'ils ont l'argent là, alors qu'ils sont assis vides. Mais si tu te mets dans n'importe quelle activité aujourd'hui, tu retrouveras ta petite part du gâteau. C'est ça qu'on appelle le développement. Et la meilleure manière de redistribuer le développement, c'est de construire des écoles, c'est de construire des routes, c'est de construire tous les instruments qui peuvent redonner l'espoir. Avec Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire a retrouvé quelque chose qu'elle avait perdu. Surtout pour nous, qui étions d'une certaine génération, il n'y avait pas d'espoir en Côte d'Ivoire. L'espoir, comment on la crée? On crée l'espoir simplement en maintenant la paix. On crée l'espoir en montrant au peuple qu'il y a une autre alternative qui peut nous permettre d'espérer. Sinon, l'espoir, on dit l'espoir fait vivre. Mais l'espoir ne fait pas une vie. Si toi-même tu ne fais pas quelque chose, l'espoir ne peut pas constituer une vie en soi. Sinon, tu peux t'asseoir. Il y a des gens qui sont là, s'asseoir et puis ils espèrent que demain sera mieux. Mais tant que tu ne fais pas quelque chose, demain ne sera pas mieux. C'est ça le vrai monde. Et donc, Alassane Ouattara vient nous dire de redescendre sur la terre pour savoir que quand tu es sur la terre, tu vas vivre à la sueur de ton front. Et c'est ça qui est le mérite d'un homme comme Alassane Ouattara. Et donc cette canne-là aura un impact que beaucoup n'ont pas encore calculé. C'est que quand les gens vont quitter, vont voir les routes, la Y4, ils vont voir les ponts, les échangeurs, les écoles, les universités. Et ils vont voir même l'élégance de la politique à travers le président Ouattara. J'ai peur que beaucoup de... Ça vraiment j'ai peur, hein, mais il y a des gens qui vont faire coup d'État dans leur pays. Ça je vous jure. Il y a des gens qui vont faire coup d'État pour dire là. Quand ils vont finir leur coup d'État, on va dire qui a fait, on dit ce sont les civils. Ils disent là, s'il n'y a pas quelqu'un comme Ouattara, on ne laisse pas pouvoir. Ils vont dire non, non, non. Ce que Ouattara a fait là, celui qui va venir là, il faut qu'il vienne là, il va aller d'abord à l'école de Ouattara pendant 6 mois de stage. Et puis il vient prendre le pouvoir. Et puis il va faire ce que Ouattara a fait. Sinon, on ne connaît pas la valeur de Ouattara. Il est vieux, il va mourir bientôt. Nous tous, on va mourir. Mais c'est après. Aujourd'hui, on s'amuse. Mais quand Ouattara ne sera plus là, chers Ivoiriens, on va souffrir. Ça, je vous le dis. Regardez aujourd'hui les attitudes de la classe politique ivoirienne. Chaque fois que la marmite est remplie, eux veulent venir vider. Mais quand ça se passe mal, ils disparaissent. Les Tiam et autres. C'est sur des gens comme ça vous voulez compter. On le dit, les Ivoiriens ne comprennent pas. Ton meilleur ami, c'est celui qui t'assiste à ton funérail. Ton meilleur ami, c'est celui qui t'assiste en temps de difficulté. Est-ce que vous saviez combien de fois le docteur président Ouattara a été un espoir pour nous autres? Il y a eu des moments durs dans notre combat. Ou si on n'avait pas un homme comme Alassane Ouattara, c'est pourquoi moi ça me fait très mal quand des gens viennent dire eh non, on a fait la guerre là, c'est pas à cause d'Alassane Ouattara. Hey, c'est à cause d'Alassane Ouattara on a fait la guerre là. Oui, oui, rébellion là. C'est que vous voulez tourner là. Oui, oui. C'est à cause d'Alassane Ouattara on a fait. Et puis on l'a mis au pouvoir. Parce que ce qu'Alassane Ouattara seul a subi là, c'est ce qu'une grande partie de la population de la Côte d'Ivoire a subi. Donc pourquoi avoir honte de dire? Et l'image qu'Alassane Ouattara représente, vous pensez qu'on peut prendre un homme faible comme un mentor? Vous pensez que si lui-même n'a pas du caractère là, il pouvait assumer?
Mais Alassane Ouattara a assumé. Et quand, de la manière il a assumé, c'est ce respect-là qui fait quand le vieux nous parle, on ne peut pas faire autrement, quoi. Parce qu'on vient de loin. Alassane Ouattara, là, il n'était pas obligé d'accepter qu'on déterre sa maman. Alassane Ouattara, là, il n'était pas obligé d'accepter qu'on tue ses parents à cause de lui. Vous pensez qu'il n'a pas ce poids, ça sur sa tête? Et on dit non, 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 c'est pas à cause. Il était un symbole infaillible. C'est notre épitome. Parce qu'à travers lui, là, le destin de millions d'Ivoiriens, si on échoue à ce combat, aurait été hypothéqué à jamais. On aurait connu un génocide en Côte d'Ivoire. Ce monsieur-là a freiné un génocide en Côte d'Ivoire. Et donc, l'image d'Alassane Ouattara a permis à des milliers de jeunes gens comme Chérif Ousmane, comme Koné Zakaria, comme Thio Fosier, comme moi-même éclaireur pro-vérité, de faire un combat de la dignité de la liberté en Côte d'Ivoire. Mais quand un homme a permis, à travers son image, de propulser la bonne valeur, pourquoi on aura honte de dire que oui, on a fait ce combat pour lui? Parce que Alassane Ouattara, ce n'est pas la personne physique que vous voyez. C'est tous ceux à qui on avait dit, vous n'êtes pas des Ivoiriens. C'est tous ceux à qui on avait dit, vous ne serez personne. Afin Guessan a dit ici que Alassane Ouattara ne sera rien dans ce pays-là. Ça veut dire quoi? Aucun fils du nord de la Côte d'Ivoire n'allait être quelqu'un dans ce pays-là. Parce qu'Alassane Ouattara, quand tu regardes son CV là, le monde est convaincu de ce qu'il est et de ce qu'il vaut. Mais quand il revient dans sa maison, dans son pays, on dit qu'il ne sera rien. Mais et toi qui veux être quelqu'un demain, et qui partage les mêmes caractéristiques qu'Alassane Ouattara, c'est ce qui a fait que beaucoup se sont reconnus en lui. Et il a assumé. Il a assumé. Et c'est quelqu'un, il ne s'est jamais plaint. Prenez un père de famille qui est là chaque fois en train de se plaindre. Ah non, c'est comme ça. Même ses enfants même seront déçus. Mais on n'a jamais vu le vieux se plaindre. Quelles que soient les difficultés, le vieux là ne se plaint pas. Voilà un vrai dirigeant. Et donc, vraiment merci au président Ouattara. Moi, en tout cas, personnellement, je suis l'homme le plus heureux. En tout cas, de mémoire d'homme et de la petite vie que j'ai, d'avoir pu mener un combat auprès du docteur. Parce qu'on a réussi tous nos combats, on n'a jamais eu honte. On a dit qu'il ne sera rien, il est devenu président. On a dit qu'il ne sera pas candidat, il est devenu candidat. On a dit que ce monsieur, on va l'humilier, mais Dieu l'a toujours relevé là où les gens pensaient qu'ils allaient l'humilier. Mais il ne s'est jamais plaint. C'est ça la caractéristique des hommes vrais, des hommes en grand caractère. Et donc, allez magnifier votre dirigeant. Mais c'est plus tard qu'on va se rendre compte qui est Alassane Ouattara. C'est plus tard. Le jour qui ne sera plus là. Le jour qui sera mort là. C'est ce jour-là. Donc vous les opposants ivoiriens là, ne venez pas nous dire il n'est pas éternel. Mais est-ce que Boîte Babo était éternel? Est-ce que Ofo était éternel? C'est Dieu seul qui est éternel. Toi-même qui parles là, tu ne seras pas éternel. Moi-même, je ne serai pas éternel. C'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème là, c'est qu'est-ce qu'on laisse pour que les autres se souviennent de nous. Qui se souvient de Bédier aujourd'hui? C'est moi seul qui me souviens de Bédier. Pour vous dire qu'on a dit, dans le pays, là, on a dit à Bédier voleur. C'est moi seul qui parle de Bédier. Et je parle en bien de lui. Je parle en bien de Bédier. Je dis ce qu'il a fait. Allez reprendre mes émissions. Je dis ce qu'il a fait, comment il a fait pour détourner les seaux de sucre, les seaux de fel, les seaux de prat, les seaux de fort, etc., etc. Je parle en bien de lui. Comment il a détourné les plus de milliards qu'Alassane Ouattara a générés en 1989 et 1993. Lui et puis Tidiane Thiam, j'explique ici pour qu'on sache qu'il a vécu. Mais quand tu as fait un pacte avec la honte, tu vois même que les gens, même ses partisans ne peuvent pas venir parler de ça. Et donc là, c'est moi ici qui sors pour dire ce que Bédier a fait aux gens. Mais on attend le même jugement de l'histoire d'Alassane Ouattara aussi. On dira tout ce qu'on voudra dire. Mais chaque pont qui a été construit, on va dire, c'est quelqu'un là, il s'appelait Alassane Ouattara, c'est lui qui a fait ça. C'est quelqu'un à l'école là, c'est lui qui a construit. La route là, c'est lui qui a fait. Ah, c'est lui qui a permis aux femmes de s'en sortir. Quand il était là, il a dit que les jeunes là peuvent aller à la banque prendre de l'argent chaque jour. On n'avait jamais vu ça. C'est ça qui reste dans la conscience du peuple là. Ceux qui parlent là, dans le vent là, les Laurent Gbagbo pour faire rire les gens là. Aujourd'hui, qui a envie de rire? Le moment de rire là, c'est un petit moment. Quand tu finis de rire là, c'est fini. Mais ta dure réalité en face de toi, il faut l'assumer. Et donc, chers Ivoiriens, on ne vient pas faire de la politique pour s'amuser. La politique là, c'est pas un amusement. La politique là, qu'est-ce que je fais pour que demain mes enfants disent que quand nos parents étaient là, ils ont fait le bon choix pour nous. Et ça commence par le choix des dirigeants qu'on se donne. Vous choisissez des mauvais dirigeants,
ils vont vous conduire en brousse, vous allez hypothéquer l'avenir de vos enfants.